On va faire une vidéo sur le diagnostic. Donc, comment élaborer un diagnostic? C'est une question difficile, c'est une question souvent posée. Alors, pour élaborer un bon diagnostic, il faut, c'est évident, donc connaître un minimum de choses sur les éléments sur lesquels on va travailler. Donc, le fonctionnement du véhicule, le fonctionnement des différents éléments, c'est déjà une première étape. Donc, un peu la technologie. Ensuite, c'est la méthode. Donc, utiliser une bonne méthodologie, c'est primordial. On connaît tous des gens qui vont avoir beaucoup d'expérience professionnelle sans pour autant être capables d'élaborer des diagnostics. Donc, ce n'est pas forcément l'expérience qui va permettre d'élaborer des bons diagnostics. C'est vraiment un problème de méthode. Vous pouvez ne pas avoir d'expérience et être un bon diagnostiqueur. Mais lorsque vous avez une panne, il faut toujours se poser quelques questions. La première question, c'est quelles sont les causes possibles qui peuvent provoquer ce dysfonctionnement? Et vous les écrivez. Vous écrivez les causes possibles. Si c'est un manque de puissance, par exemple, vous pouvez dire c'est un problème. Donc au niveau de la mécanique, ça peut être un problème de compression, un problème de distribution, un problème d'échappement bouché, etc. Au niveau de l'admission d'air, ça peut être un problème de suralimentation, un problème de filtre à air, un problème de soupape, etc. Au niveau de l'injection, ça peut être un problème au niveau de la carburation, un des éléments qui calcule mal la masse d'air, une injection qui se fait mal, un problème de pression d'essence, etc. Donc là, ce que je donne, c'est un exemple au hasard, mais l'idée est de vraiment inscrire les hypothèses. Dans vos hypothèses, il va y avoir des choses très rapides à faire. Je ne sais pas moi, l'état de la batterie, un contrôle visuel, les contrôles systématiques, même l'étude des bulletins techniques, ça c'est très rapide. Et puis on va toujours aussi commencer par les tests les moins intrusifs, c'est-à-dire ceux qui vont demander le moins de temps, le moins d'outils, le moins de démontage. On va essayer de rappeler un certain nombre d'éléments. Donc j'ai un document à l'ordinateur, on ne va pas le voir en détail, mais ça résume un petit peu les différentes étapes pour élaborer, à mon avis, un bon diagnostic. On va avoir dans les étapes, évidemment, le questionnement du client pour mieux cerner son problème. N'oubliez pas que, alors ça paraît évident, mais si cette étape n'est pas réalisée correctement, votre diagnostic risque de ne pas aboutir. J'insiste, c'est important. Alors, il faut poser les bonnes questions et les questions pertinentes qui aident au diagnostic, évidemment. N'oubliez pas que le client n'est pas un technicien. Donc, on va poser un certain nombre de questions par rapport aux problèmes ressentis. Sur la fréquence, depuis quand, est-ce qu'il y a eu d'autres interventions et surtout, est-ce que d'autres éléments sont défectueux? Et donc, le client ne va pas voir une relation entre deux problèmes qu'un technicien pourra peut-être cerner. Donc, étape très importante. Exécuter une bonne inspection visuelle en profondeur. Évidemment, cette étape ici permet d'utiliser ses sens. Donc, le toucher, la vue, évidemment, l'ouïe, etc. Et lorsqu'on utilise ses sens, sachez quand même que, j'ai envie de dire, c'est plus de 80% des réparations qu'on va effectuer. Bien souvent, une bonne inspection va permettre de diagnostiquer le véhicule sans aucun autre instrument. On utilise les instruments de mesure, les appareils de diag, etc., lorsque vos sens ne permettent pas d'élaborer le diagnostic. Mais utilisez bien vos sens et vous verrez. Je remarque souvent des élèves notamment qui vont travailler sur un système et à quelques centimètres, un système peut être défectueux, débranché et ils ne s'en rendent pas compte. Et ensuite, accéder au code d'anomalie. Ça, c'est très important. Sachez une chose, qu'un code d'anomalie, lorsqu'il est enregistré, lorsqu'il est relatif à la pollution, le voyant moteur s'allume. Mais s'il n'est pas relatif à la pollution, il s'enregistre et il n'allume pas de voyant. Donc même s'il n'y a pas de voyant au tableau de bord, allez lire les codes. Ensuite, en fonction des codes, en fonction des codes ou pas, mais surtout en fonction du symptôme, allez vérifier les bulletins techniques. Ça, c'est une étape où on gagne beaucoup de temps et très utile. On l'a souvent vérifié, nous, à l'atelier,
l'utilisation des bulletins techniques, c'est riche en renseignements. C'est aussi les bulletins techniques, hein, c'est que la panne, elle est décrite, donc vous avez une solution, mais ça peut être aussi des astuces de démontage ou de remontage d'éléments, etc., etc. Donc très intéressant les bulletins techniques. À l'aide de l'analyseur contrôleur, bien étudier les paramètres qu'on peut y trouver. Toujours voir les paramètres de température, de pression. Il faut être logique. Mettez le véhicule dans les conditions que vous connaissez. Inspectez les paramètres et posez-vous sur chaque paramètre une question. Est-ce que le relevé est cohérent? On va procéder au diagnostic qui vous permettra de réduire vos recherches sur un seul système ou sur un seul cylindre. C'est très important. Lorsque l'on fait une vérification, il faut travailler sur un seul paramètre. N'intervenez pas sur 2 paramètres à la fois. Sans ça, votre diagnostic va échouer. Donc toujours faire étape par étape. Donc on utilise, c'est un paramètre que je vérifie. Je fais une mesure par rapport à la modification d'un seul paramètre. Surtout pas 2. Sans ça, vous risquez de vous perdre dans votre diagnostic. On discutera probablement de ce point à un autre moment, tellement qu'il est important. Et c'est souvent des erreurs en diagnostic. Les gens vont faire 2 choses. Vont démonter, exemple, un conduit d'admission, en plus d'aller vérifier des bobines d'allumage. Et puis, en même temps, ils ont changé tel élément et ils veulent déduire. Ils ne peuvent plus déduire rien de leur mesure parce qu'ils ont fait trop de choses. Réparer le problème et déterminer la cause principale, ça c'est important. On va toujours se poser la question, qu'est-ce qui a mis en panne? Est-ce que cet élément vient d'une usure ou est-ce que c'est autre chose qui l'a mis en panne? Par exemple, vous pouvez avoir un problème électrique sur un élément qui est dû à je sais pas moi, une vibration au niveau du câblage. Qui peut être dû aussi à une projection d'un fluide sur l'élément électrique. Donc, d'où l'importance de se poser un certain nombre de questions. Pour réparer ici, donc évidemment, il faudra changer la pièce, mais réparer aussi la source, la cause principale, pourquoi cet élément est défectueux. Vérifier la réparation, effacer les codes, vraiment une étape encore obligatoire, qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est la seule chose qui peut valider votre réparation. J'effectue les essais. Les essais sont concluants. Je valide ma réparation. Donc après, chaque étape sont décrites. Mais on va pas le faire, nous, sur cette vidéo. Ça prendrait un peu trop de temps. Donc, si on voit questionner le client, donc on peut lire ici un certain nombre de choses. Donc, etc., etc. On va passer directement à la page 20. À la page 20, qui est le document d'ailleurs que j'ai imprimé, qu'on va utiliser à l'atelier. Dans l'atelier. Donc là, on va vérifier la pression fin compression dans un moteur. C'est un test très utile, moderne d'ailleurs, qui peut être riche en renseignements pour plusieurs diagnostics. Un diagnostic notamment sur des ratés d'allumage, c'est-à-dire le rendement d'un des cylindres qui n'est pas suffisant par rapport aux autres. Donc ça va établir un code, un P0302 par exemple, donc raté d'allumage sur le cylindre numéro 2. Donc c'est que la combustion sur le cylindre numéro 2 donne moins d'énergie que sur les autres cylindres. Donc ça peut venir effectivement d'un problème d'allumage, de carburation, mais aussi de mécanique, un problème mécanique. On va s'intéresser aujourd'hui à cette prise de compression. La compression, ça se vérifie il faut être dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une mesure en mécanique, il faut que la mesure soit significative. C'est-à-dire qu'on va essayer de se placer dans la situation où le problème ne devrait pas exister. Alors, si vous trouvez effectivement un souci alors que vous êtes mis dans les meilleures conditions, vous allez pouvoir certifier que le problème il est réel. La compression est un bon exemple. Si vous faites une compression à un moteur froid, avec une batterie faible, etc., et vous trouvez un test de compression, vous allez trouver un mauvais test de compression. Des compressions insuffisantes.
Sauf que, vu que vous êtes placé dans les mauvaises conditions, vous n'allez pas être sûr à 100% que le problème de compression est dû à un problème d'étanchéité. Parce que si on vous dit, oui, mais attendez, le moteur il était froid, la batterie était mauvaise, etc. Donc on voit que pour éviter ce genre de difficultés, on va se placer dans la situation où on devrait trouver aucune erreur. Je répète, ça permet, dans ces conditions, d'affirmer, si vous avez une erreur, que l'erreur elle est réelle, qu'elle ne vient pas à cause d'un défaut dans votre mesure. Exemple, pour prendre la compression, on va prendre des compressions au démarreur, mais on verra aussi des compressions dynamiques, c'est-à-dire lorsque le moteur est en fonctionnement sur les autres cylindres. Donc là, c'est un petit peu particulier, il faut bien s'y prendre, et puis c'est riche en renseignements. Et ensuite, on va faire un test d'étanchéité des cylindres. Donc je vous dis, ça va révéler un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'avec ces tests, on peut également déterminer l'usure au niveau des câbles, le problème au niveau de l'étanchéité des soupapes, un problème de distribution, un problème d'échappement bouché, etc., etc. Donc beaucoup de renseignements si le test il est bien fait. Donc la vérification de la compression, si on lit ici ce que j'ai fait sur le document pour les élèves, donc va vérifier évidemment l'étanchéité de notre compression. Donc de façon statique, permet de vérifier l'étanchéité des cylindres. On va désactiver le système d'allumage et d'alimentation en carburant. C'est-à-dire qu'on interdit l'allumage et l'alimentation en carburant sur tous les cylindres. On enlève toutes les bougies, ça permet au moteur de tourner rapidement. On bloque le papillon en position plein gaz. Ça, je mettrai un petit bémol maintenant avec les papillons motorisés. Ce n'est pas forcément indispensable, mais l'idée, c'est quand même de ne pas freiner l'entrée d'air dans le cylindre. On veut rentrer un maximum d'air dans le cylindre pour avoir le maximum de pression. On installe le compressiomètre et vérifier les compressions sur tous les cylindres en faisant faire au moins 4 courses de compression au moteur, en prêtant attention à l'effet de chaque course. C'est-à-dire, la lecture devrait être toute supérieure à 7 bars à peu près. Et la plus basse, hein, il ne doit pas avoir des différences, hein, tout doit se situer, donc j'ai mis 30% d'erreur, mais on peut se situer entre 20 et 25% d'erreur entre deux cylindres, doit être vraiment considéré comme un maximum. Aussi, la façon dont se développent les compressions est importante. La première, si vous voulez, la première PAF, c'est-à-dire que la première montée en compression doit être au moins la moitié du maximum à atteindre. Exemple, si vous avez un moteur qui atteint 15 bars, lors de la première montée en pression, on devrait au moins atteindre 8 bars, quoi. Sans ça, on va avoir des doutes peut-être sur la segmentation. C'est un exemple, hein. Etc. Ensuite, on va faire un... Donc, pour ça, on a une bonne batterie, un moteur bien réchauffé pour que l'huile soit dans les bonnes conditions, qu'elle participe également à l'étanchéité. Et voilà. Les tests de compression dynamique, là, donc ça va nous renseigner sur un certain nombre de choses, notamment sur la distribution, sur les poussoirs, sur les tiges, sur les échappements, etc. Donc on va le voir. Donc on utilise un tableau, nous, à l'atelier, pour compléter notre diagnostic. On va utiliser, donc si c'est un moteur 6 cylindres, bon, si c'est 4 cylindres, on remplit les 4 colonnes. Donc la compression obtenue à obtenir sur les 4 cylindres, le minimum qui a été obtenu, on voit le minimum, on a dit, on doit se situer, il ne doit pas avoir des différences de plus de 20% d'un cylindre le plus faible au cylindre le plus élevé. En compression en dynamique, ce que j'appelle lorsque le moteur fonctionne, donc on coupe le cylindre concerné et on prend cette compression et on va donner un coup d'accélérateur brusque, ça va nous aider. Donc là, on va avoir le minimum. Évidemment, lorsque le moteur est au ralenti, on va se retrouver à une pression plus basse. C'est normal, le papillon il est fermé. N'oubliez pas que quand on prend les compressions au démarreur, c'est la pression atmosphérique qui règne dans la tubulure d'admission. Donc on a forcément une pression qui va être importante. Lorsqu'on va être en pression dynamique, au ralenti, la pression dans la tubulure d'admission est très faible. Nous sommes en dépression. Donc le remplissage du cylindre est moindre. Donc on s'attend à une compression plus faible. C'est logique. Par contre, au coup d'accélérateur, on devrait retrouver une compression se rapprochant de la pression statique. On verra
on va faire cette manipulation. Et donc, par la suite, si ces valeurs ne sont pas correctes, on va faire un test d'étanchéité. Pour ça, on a un autre appareil qui va permettre de vérifier l'étanchéité du cylindre. Au fait, ça consiste à placer le moteur au point Morot compression, donc soupape fermée. On injecte une quantité d'air, une pression d'air, et avec un manomètre, on détecte la fuite de notre cylindre. Et on écoute, au fait, s'il y a du bruit à l'admission, on va suspecter la soupape d'admission. Si c'est du bruit à l'échappement, on va suspecter la soupape d'échappement. Si c'est dans le vase d'expansion qu'il y a des bulles, c'est le joint de culasse. Si c'est au niveau du remplacement d'huile ou de la jauge à huile, on va suspecter les segments. Donc voilà un test qui va être important, etc. Dans notre système. Donc voilà ce que l'on va faire. On va passer maintenant sur le véhicule pour aller vérifier ce qu'on vient de décrire ici à l'ordinateur.